Bonsoir. Dans l'actualité ce soir à la une, le chef de l'État a présidé ce vendredi la cérémonie d'ouverture de la semaine africaine de la science couplée à la semaine nationale de la recherche et de l'innovation. Objectif, susciter la vocation pour les sciences. Santé, lancement des travaux d'extension de l'hôpital sino-guinéen. C'est un financement du gouvernement chinois pour une durée de 18 mois. À terme, l'édifice va favoriser la prise en charge de plusieurs maladies sur place. Et puis, célébration, l'empereur japonais souffle ses 85 bougies en Guinée. La représentation diplomatique a offert un cocktail à la communauté nippone et plusieurs autres amis et sympathisants du Japon. Voilà pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Je vous le disais tantôt, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a présidé ce vendredi la semaine africaine de la science couplée à la journée nationale de la recherche et de l'innovation. Pendant cette semaine, les questions liées au financement de la recherche et de l'innovation ont été débattues lors des conférences et tables rondes organisées à cet effet. Abdoul Karim Condé, bureau de presse de la présidence de la République. Vous l'avez compris, nous allons revenir sur cet élément dans un bref délai. Santé, l'hôpital sino-guinéen entame son extension. La pose de la première pierre s'est effectuée ce matin. Les travaux sont financés par le gouvernement chinois sur une durée de 18 mois. À terme, ce symbole de l'amitié sino-guinéen va réduire à coup sûr les évacuations sanitaires guinéennes. C'est le ministre d'État conseiller à la présidence qui a présidé la cérémonie. Compte rendu, Hadiatou Bari. Du haut de cette tribune du Parlement guinéen, le ministre Amara Sompari détaille les grandes priorités de son département. Pour 2019, l'essentiel des actions va porter sur l'amélioration du système des médias du service public. Dans cette démarche, le gouvernement guinéen et ses partenaires ambitionnent d'accélérer la migration de l'analogique au numérique. Un passage qui nécessite la rénovation et la modernisation du système de communication du pays. Aujourd'hui, à la RTG Boulbinet, les infrastructures, blocs techniques et administratifs sont vétustes. Cette structure évolue avec l'usage d'équipements analogiques et numériques obsolètes, fortement préjudiciables à la réalisation et la diffusion de programmes compétitifs. Quant à la RTG Coloma, elle est certes dotée d'un nouveau centre de diffusion qui offre une autonomie dans la production et la diffusion de ces programmes, mais toutefois, il est plus qu'urgent et important de placer cette entité dans un environnement technique et technologique adapté à ses ambitions, afin de lui faire éviter à l'avenir tout dysfonctionnement susceptible de nuire à ses capacités de production et de diffusion des programmes. L'agence guinéenne de presse, la principale source d'information du pays, est en restructuration. Son cadre institutionnel a évolué vers le statut de service personnalisé pour lui faire accéder à des ressources additionnelles et améliorer sa capacité de collecte à la faveur d'une meilleure mobilité de son personnel et son ancrage dans le système national d'information. L'insuffisance de moyens matériels et logistiques pour les reportages et la mobilité du personnel ainsi que la panne de l'imprimerie Akbar ont fortement nui au fonctionnement du quotidien national Orient. L'amélioration de son contenu et la régularité de sa parution requièrent des ressources budgétaires importantes. Le réseau de la radio rurale de Guinée compte 34 stations qui sont toutes fonctionnelles et couvrent l'ensemble du territoire national.
Elle est un outil de soutien au développement local, privilégiant l'accès à l'information de proximité. La radio rurale est confrontée au déficit de sources d'énergie, à la faible capacité de production, au manque de pièces de rechange, à l'insuffisance de personnel et de moyens de déplacement pour les agents sur le terrain. Comparativement à l'année 2018, la projection budgétaire du département de l'information et de la communication a connu une diminution de 9,58%, alors que le ministère fait face à un véritable défi, celui de la couverture intégrale du territoire national par la radio et la télévision nationale. L'objectif que nous poursuivons est de réunir et de valoriser nos atouts. C'est parce que nous croyons à nos objectifs avec assez de détermination que nous mettons en chantier le projet que nous vous avons présenté. Aujourd'hui, plus qu'hier, rien ne saurait altérer cette conviction. Face aux défis qui nous attendent, pour être en phase avec notre époque dans l'intérêt de la nation, il n'est plus possible d'attendre plus longtemps la réalisation de nos promesses, cause de votre mandat parlementaire. Peu avant Ammarason Paris, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a aussi étalé le plan d'action de son département. Les réformes sont en cours et dans tous les domaines et nous sommes satisfaits du fait que les résultats obtenus sont constructifs et encourageants. Et non seulement au niveau de la police judiciaire, nous avons fait un test de sélection, nous avons catégorisé le personnel. Il y a certains qui vont aller à la retraite, d'autres vont être promus au poste de responsabilité parce qu'ils ont les compétences, ils ont les diplômes. Et l'excellence va être de rigueur. Et tout récemment, nous avons organisé une sélection des cadres de la police judiciaire et nous avons constaté qu'il y a beaucoup de cadres qui étaient sous les manguiers, qui étaient abandonnés à eux-mêmes, mais qui avaient fait des études appropriées et qui pouvaient servir valablement. Ils ont fait de la criminalistique, qui sont là et qu'on a pu retrouver, et bientôt ils seront redéployés et constitueront une cellule de spécialistes en matière de police scientifique. Dans les débats, les élus du peuple ont exigé de ces membres du gouvernement plus d'action et de rigueur pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens conformément aux lois de la République. Toutes nos excuses, vous l'avez compris, c'était plutôt le passage des ministres de l'Information et celui de la Sécurité à l'Assemblée nationale. Santé, l'hôpital sino-guinéen entame son extension. La pose de la première pierre s'est effectuée ce matin. Les travaux sont financés par le gouvernement chinois sur une durée de 18 mois. À terme, ce symbole de l'amitié sino-guinéen va réduire à coup sûr les évacuations sanitaires guinéennes. C'est le ministre d'État conseiller à la présidence qui a présidé la cérémonie. Compte rendu, Hadiatou Bari. Sur cette superficie de près de 5000 m², de nouveaux bâtiments sanitaires sont prévus. Ils vont abriter des services médicaux comme les soins intensifs de haut niveau, la chirurgie urologique, vasculaire et celle maxillofaciale. Ces différents services sont compris dans le projet d'extension de la deuxième phase de l'hôpital de l'amitié sino-guinéen, dont les travaux sont lancés ce vendredi. Il y a des autres installations et services auxiliaires, par exemple le traitement de l'eau et des déchets, et aussi la construction du dépotoir et aussi des autres services nécessaires pour le projet. C'est ça. Le personnel est conscient de l'adage de chez nous qui dit « Si on vous lave le dos, lavez-vous le ventre ». C'est pourquoi il ne ménagera aucun effort pour maintenir les infrastructures et équipements qui leur sont offerts dans le cadre de ce second projet pour le grand bonheur de la population guinéenne. L'extension de l'hôpital prévoit aussi un centre d'imagerie médicale. Au sein de l'établissement, des équipements sanitaires modernes tels qu'un scanner de 64 barrettes seront installés. Des appareils médicaux pour permettre de poser des diagnostics précis et faciliter ainsi le traitement de certaines pathologies. Cet hôpital s'inscrit dans le cadre d'un projet sanitaire visant à améliorer de façon générale la qualité de la prise en charge médicale des malades dans notre pays et de façon spécifique à réduire les évacuations sanitaires à l'étranger
qui coûtent extrêmement cher. Depuis 50 ans, la Chine est aux côtés de la Guinée dans le domaine sanitaire. Une coopération qui permet au pays d'accroître sa couverture, notamment en matière de prise en charge des patients. Nous nous réjouissons qu'avec la solidité des relations d'amitié que nous avons avec la République populaire de Chine, que nous puissions encore bénéficier de telles actions, notamment dans le domaine social, en matière de santé publique. C'est très très important pour nos populations et pour notre gouvernement. Cette deuxième phase du projet d'extension de l'hôpital de l'amitié sino-guinéen va s'étendre sur 18 mois. La construction et l'équipement des nouveaux bâtiments seront entièrement financés par le gouvernement chinois. Parallèlement, les responsables des structures sanitaires du pays apprennent les techniques de bonne utilisation des équipements de la chaîne de froid. C'est pour une meilleure conservation des vaccins qui seront bientôt déployés dans le pays. Et c'est à l'actif du programme élargi de vaccination du ministère de la Santé et ses partenaires. Explication Yene Yansani. Le ministère de la Santé dispose désormais des équipements appropriés pour la conservation des vaccins en Guinée. Pour la bonne utilisation de ces matériels, les responsables des différents établissements sanitaires renforcent leurs connaissances. Déjà 45 utilisateurs ont été identifiés par le département dans le cadre du programme élargi de vaccination. Pour vacciner les enfants, il faut avoir du matériel. Et parmi ce matériel, le plus important sont les frigos solaires. Et nous avons élaboré une subvention qui a été financée par les partenaires, notamment Gavi, c'est l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, en partenariat avec l'UNICEF, l'OMS, tous les partenaires qui nous accompagnent. Donc nous avons pu bien sûr bénéficier de cet appui, 1361 réfrigérateurs solaires que nous allons mettre dans tous les postes de santé du pays. Je dis très bien, tous les postes de santé du pays sur 2 ans au maximum seront dotés en réfrigérateurs solaires. Mais au-delà des postes de santé, nous allons aussi doter quelques structures privées, confessionnelles, même les services de santé de l'armée, nous allons les doter en réfrigérateurs pour qu'on augmente le nombre de points de vaccination afin de toucher tous les enfants de ce pays. Depuis plus de 40 ans, les partenaires accompagnent la Guinée à travers le programme élargi de vaccination. L'octroi de ces équipements et la formation des bénéficiaires visent à renforcer les compétences pour la maintenance de ces outils dans la chaîne froide. Depuis 1976 qu'on travaille avec le programme élargi de vaccination et nous avons installé et fourni la chaîne de froid pour le PEV en Guinée-Conakry il y a plus de 20 ans. Nous sommes à l'origine des 2 programmes PEV et sécurité transfusionnelle de Guinée-Conakry et nous revenons maintenant avec un projet très très important à la demande des autorités du pays. Le travail à faire maintenant, c'est d'aller former le personnel, les ressources humaines à l'utilisation de ces équipements, car c'est des équipements performants de dernière génération dans le cadre des frigos solaires qui sont capables de nous garder les vaccins dans les conditions idéales et qui seront implantés dans les coins les plus reculés, les zones à accès difficile. Un système de surveillance efficace de température et de maintenance préventive des équipements de la chaîne de froid est déjà mis en place par le ministère de la Santé et ses partenaires. Il s'agit également de renforcer les compétences et qualifier les méthodes de travail. Et cette triste nouvelle, 2 graves accidents de la circulation ont endeuillé plusieurs familles cette semaine sur les tronçons Mamou Dabola et Mamou Farana. Le bilan est lourd, très lourd, 24 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. C'est la consternation totale depuis l'annonce du drame. Alpha Issia Gaba, Momod Patebaldi. Depuis 48 heures, le peuple de Guinée est en deuil. Cela suite à 2 accidents de circulation qui se sont produits sur les axes Mamou Farana et Mamou Dabola. Le bilan est lourd, 24 morts selon une source policière. Le premier drame s'est produit le mercredi. Un minibus en direction de Conakry est rentré en collision avec un camion remorque. Pour le second cas, c'est entre une voiture administrative en provenance de Conakry et un taxi en provenance du marché hebdomadaire de Niagara, une sous-préfecture située à environ 60 km du chef-lieu de la préfecture de Mamou. Depuis, l'onde de choc est ressentie dans tout le pays.
À la gendarmerie départementale de Mamon, voici ce qui reste des véhicules accidentés. Le gouvernement, préoccupé par cette triste nouvelle, adresse ses condoléances aux familles des victimes. Il rassure que des dispositions urgentes seront prises pour éviter de telles tragédies routières à travers le pays. Paix à l'âme de ces illustres disparus, justement, le gouvernement guinéen déplore profondément les accidents de la circulation survenus mercredi 5 décembre à Kulunda dans la sous-préfecture de Wurekaba et celui de Mamou le jeudi 5 décembre. Des accidents qui ont enregistré 24 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels. Suite à ces drames, le gouvernement guinéen porte à la connaissance de l'opinion publique de l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances de ces deux accidents. Il a également instruit les autorités compétentes à prendre toutes les dispositions en vue d'assurer la prise en charge médicale des blessés. En effet, le gouvernement informe de la mise en œuvre des mesures sérieuses et efficaces dans le cadre de la sécurité routière pour limiter les accidents de la route. Il s'agit notamment de la création imminente d'une agence nationale de la sécurité routière, de la finalisation du plan national de sécurité routière, de l'institution de contrôle technique des véhicules, de la réimmatriculation du parc automobile, de la sécurisation des permis de conduire et autres titres de transport. Le gouvernement présente aux familles et aux proches des victimes ainsi qu'au peuple de Guinée ses condoléances émues et exprime toute sa compassion à l'ensemble des blessés. Le gouvernement. Je vous le disais dans les titres, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a présidé ce vendredi la semaine africaine de la science, couplée à la journée nationale de la recherche et de l'innovation. Pendant cette semaine, les questions liées au financement de la recherche et de l'innovation ont été débattues lors des conférences et tables rondes organisées à cet effet. Abdul Karim Condé, bureau de presse de la présidence. Une cérémonie, deux événements. La première édition de la Semaine africaine de la science, couplée à la Journée nationale de la recherche et de l'innovation. Un cadre de réflexion et d'échange autour de l'ensemble des défis qui nous interpellent tous. Pendant la cérémonie, des satisfecits ont été remis au plus haut gradé de l'enseignement guinéen. Monsieur le Président, en acceptant de brider cette cérémonie de remise des satisfecits au plus haut gradé de l'enseignement supérieur guinéen, la preuve tangible en est la récente et brillante réussite de 14 de nos compatriotes médecins de leur État au concours d'agrégation du CAMES, entamé Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Si cette remise de satisfecit semble être pour certains un simple geste, elle est très significative pour les enseignants, chercheurs et chercheurs qui voient en elle une reconnaissance d'énormes efforts consentis des décennies durant pour la qualification de notre système d'enseignement supérieur. Le bilan de la Semaine africaine de la science couplée à la Journée nationale de la recherche et de l'innovation est positif. Les activités que nous avons planifiées ont pu être réalisées à 100%. Les activités les plus marquantes de la semaine ont été la cérémonie que nous avons organisée pour les femmes scientifiques de Guinée. Une cérémonie pleine d'émotions. Nous avons écouté des panels en lien avec le financement de la recherche, des panels en lien avec la coopération scientifique. Bref, tout ce qui fait le socle d'une recherche scientifique réussie, efficace, contribuant de façon pérenne au développement d'un pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a expliqué le but de l'organisation de la Semaine africaine de la science couplée à la Journée nationale de la recherche et de l'innovation. Je tiens à préciser, en ce qui concerne la Journée nationale de la recherche et de l'innovation, que c'est une initiative du président. Il nous a instruit lors d'un conseil. Il nous a instruit d'organiser cette journée lors d'un conseil et j'espère qu'elle sera organisée tous les ans. Cette première édition de la Semaine africaine des sciences, couplée à la Journée nationale de la recherche et de l'innovation, a été selon moi un cadre de réflexion et d'échange autour de l'ensemble des défis qui nous interpellent tous. Je souhaite que ce rendez-vous du donner et du recevoir puisse se tenir chaque année, comme je viens de le dire, afin de mettre en lumière ce que nos chercheurs, nos innovateurs, nos jeunes
trouvent dans nos laboratoires de recherche et ailleurs. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a apprécié l'organisation de la Semaine africaine de la science couplée à la Journée nationale de la recherche et de l'innovation. Toutefois, il a signalé des insuffisances. L'innovation, ce n'est pas seulement à l'université, ce n'est pas seulement au niveau des grands chercheurs, c'est au niveau aussi des génies créateurs de notre peuple. Je voulais qu'on marche sur les deux pieds. Malheureusement, aujourd'hui, on marche seulement sur une jambe. Parce que l'autre jambe, c'est ce que les populations ont montré dans leur capacité d'innovation que j'ai vu à Zéro Corée et à l'Abbé. Donc j'avais souhaité que tous ces gens soient représentés afin que les gens qui viennent sachent que le peuple de Guinée a un génie créateur qui l'a amené à faire des réalisations dans lesquelles j'étais ahuri. Malheureusement, cette deuxième jambe n'est pas là aujourd'hui. J'espère que l'année prochaine, nous prendrons suffisamment de temps pour que tous ces gens dans les préfectures de l'intérieur, etc., qui ont fait ces recherches, soient là pour qu'on voit ce qu'ils ont réalisé aussi. Il est vrai que c'est un succès, vous le dites, mais nous devons d'abord parler de nos faiblesses. La première faiblesse que nous avons, c'est la non-maîtrise de l'anglais par la plupart de nos étudiants. Or, qu'on vieille ou pas, qui dit aujourd'hui une nouvelle technologie, je suis désolé, c'est l'anglais. Pourquoi c'est une faiblesse? Nous recevons beaucoup de bourses de Thaïlande, du Japon, du Vietnam, toujours parlant anglais. J'ai été obligé lors de ma visite d'État au Japon, dire au Premier ministre japonais, mais quand même la langue du Japon, c'est quand même pas l'anglais, c'est le japonais. Donc on perd beaucoup de bourses. Aujourd'hui, par exemple, Singapour fait pour nous ce qu'il avait fait pour la Chine à l'époque du président Deng Xiaoping, c'est-à-dire former les cadres de très très haut niveau. Mais cela suppose que ce soit des cadres qui ont un grand bagage et qui maîtrisent l'anglais. Voilà un de nos premiers points faibles. J'ai toujours dit qu'il faut que nous commencions à enseigner l'anglais dès l'école primaire. C'est ça que nous avons proposé comme réforme. Parce que nous prenons aujourd'hui beaucoup d'opportunités à cause de cela. Donc, c'est une de nos faiblesses. Notre deuxième faiblesse, c'est le niveau de nos enseignants. D'où l'importance de développer le VSAT. Il faut qu'on se parle franchement. En 2011, j'ai fait faire un concours avec 750 enseignants de l'école primaire. Une dictée de CE2, CE2, pas CM1, CM2, CE2. Nous avons mis 20 fautes. Sur les 750 enseignants, 75% n'ont pas trouvé les 20 fautes. Et sur les 75%, 25% ont ajouté des fautes. Alors, comment un enseignant qui ne peut pas corriger une dictée de CE2 peut corriger un élève de CM2 au certificat d'études? Deuxième point, à ma grande surprise, lorsque j'ai mis une commission d'évaluation avec les enseignants des syndicats et les personnalités, quand ils m'ont fait des rapports, je me suis attrapé la tête, je suis enseignant. La Guinée était le seul pays où on peut avoir le bac avec 8. Comment ça se fait? Des écoles donnent 15. C'est vous connaissez, il y a 8. On a fait la réforme depuis 2 ans, on ne peut pas avoir le bac si on n'a pas 10. Pourquoi? On forme des gens et on peuple les universités privées des gens et on forme des gens qui ne sont pas capables de trouver du travail parce qu'ils n'ont pas le niveau. À Funan Bank, nous avons fait des bourses à un moment donné pour master au Cameroun. Quand il m'a amené des trucs corrigés des candidats, honnêtement j'avais honte. Parce que les gens qui sont supposés avoir un certain niveau n'étaient même pas capables de faire une page sans faute. Donc, si nous voulons que nos étudiants bénéficient de tous les avantages de nouvelles technologies, il faut qu'à la base, les gens soient mieux formés avant d'arriver à l'université. Voilà un problème fondamental qu'on ne doit pas se cacher.
Quand j'étais président de l'Union africaine, j'ai dit que la bibliothèque de Tombouctou, au Moyen-Âge, avait plus de livres que la bibliothèque de France. Et que j'ai dit aujourd'hui que les jeunes africains n'ont rien à envier aux jeunes américains, aux jeunes français, parce qu'à ce qui concerne les nouvelles technologies, ils sont au même niveau. Il faut seulement qu'on les accompagne, qu'on leur donne les moyens. Donc, il est extrêmement important pour nous de renforcer la recherche, mais surtout la collaboration avec d'autres universités plus avancées, parce que pour le moment, nous n'avons pas encore assez d'enseignants dans tous les secteurs. Donc nous avons besoin que nos étudiants puissent suivre des cours à partir des cours enseignés dans d'autres universités, en attendant qu'on ait formé le maximum. Et surtout, j'insiste sur la nécessité d'enseigner l'anglais, pour que nous ne perdions pas toutes ces opportunités qu'on nous donne, mais qu'on ne peut pas faire à cause du fait qu'on ne maîtrise pas l'anglais. Donc, nous allons vous accompagner, parce que il y a 4 ans, nous étions à Johannesburg. J'ai dit au chef d'État, nous sommes assis sur une bombe. Oh, attends, c'est quoi, tu la connais ça? Il dit, si nous sommes assis sur une bombe, c'est quoi? Il dit, la jeunesse. 70% de la jeunesse africaine a moins de 30 ans. Si on ne retrouve pas l'emploi jeune, on va tous sauter. C'est pourquoi, quand j'ai été élu président de l'Union africaine, j'ai mis comme thème investir dans la jeunesse. Aujourd'hui, tout le monde prend conscience que le premier problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'emploi jeune. Que si nous ne développons pas cela, il est évident. C'est bien de critiquer les Occidentaux, parce qu'ils n'ont pas développé. Mais j'ai dit au chef d'État aussi, nous avons notre responsabilité. Quand nos enfants meurent, l'armée de Britanniques sont faits en esclaves, nous on a notre responsabilité en tant que chef d'État. On part tout bon sur le dos des Blancs. Est-ce que nous avons utilisé l'essentiel de notre budget aux classes les plus démunies, le jeunes et les femmes? Si on avait fait ça, il y aurait moins. Donc, il ne faut pas seulement accuser les autres, voir aussi quelle est notre responsabilité en tant que chef d'État africain. On ne doit pas se cacher la vérité. On ne veut pas que les gens nous disent ce qu'il faut faire, ou qu'ils nous disent ce qu'on va faire, parce que non, on ne dit pas ce qu'il faut faire. Mais il faut qu'on ne rejette pas nos responsabilités sur les autres. Il faut qu'on accepte notre responsabilité. Pourquoi nous nous sommes battus pour l'énergie? Car quand on a une nouvelle technologie, sans énergie, il n'y a pas de nouvelle technologie. C'est pourquoi j'ai pris la présidence de l'initiative africaine pour l'énergie renouvelable, afin que toute l'Afrique soit dotée d'énergie. C'est ça qui va être la base. Avec l'énergie, nous pouvons transformer le matériel agricole, transformer toutes nos richesses. Au lieu d'exporter notre bauxite, nous allons faire de l'aluminium ici. Et l'Afrique est un grand marché. On n'a pas besoin de demander en Chine. Si vous avez remarqué, tout le monde faisait hier les portes en bois. Aujourd'hui, on fait des portes de plus en plus en aluminium. Ça veut dire qu'il y a un grand marché. Non seulement l'Afrique a la capacité de produire, mais la capacité d'un marché. En 2050, nous ne serons plus non plus que la Chine. Mais il faut que les Africains aient confiance en eux-mêmes. J'ai dit à Abidjan qu'il faut que les chefs d'État africains aient confiance aux Africains. Très souvent, on pense qu'un blanc peut faire mieux la route que qu'un Guinéen ou un Burkinabé. Ce n'est pas vrai. Mais si on donne tous les contrats aux étrangers, on ne donne rien aux Guinéens, évidemment, aux Africains, ils ne pourront pas. Il faut que nous-mêmes, les chefs d'État, nous ayons confiance d'abord en l'Afrique et aux Africains. Ça, c'est la première chose. On n'est pas le complexe de l'europécentrisme. On pense que tout ce qui vient de l'Europe ou la Chine ou l'Amérique est mieux. Mais je n'ai pas eu besoin d'aller en Chine ou aux États-Unis pour faire les machines là pour le folio, comme pour d'autres, etc. Et vous verrez, lorsque nous ferons l'année prochaine avec tous ces gens, vous serez ahuris de voir que des gens qui n'ont même pas été à l'université, ce qu'ils ont pu fabriquer. Voilà donc, monsieur le ministre, je vous félicite de le succès, mais j'aurais voulu que ça soit sur les 2 jambes et non pas sur une jambe. Les débats et thèmes issus de cette semaine peuvent être porteurs d'idées qui peuvent permettre de qualifier notre système éducatif, l'enseignement, la recherche et l'innovation. Et cette décision de la Haute Autorité de la Communication, numéro 015 HAC, SP du 5 décembre 2018, relative aux déclarations et messages des coordinations régionales dans les médias. Vu la Constitution, ses articles 7 et 125, constatant les déclarations et messages des coordinations régionales, notamment celles de la Basse-Guinée et de la Moyenne-Guinée sur Évasion Guinée, attendu que ces déclarations et messages mettent l'accent sur l'ethnie au détriment
de l'unité nationale. Attendu que selon l'article 1er de la Constitution, la Guinée est une république unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale, elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe, de religion et d'opinion. Attendu que la haute autorité de la communication, selon les articles 2, 3 et 4 de la loi organique L 2010-003 CNT du 22 juin 2010, veille entre autres au respect par les médias de l'éthique et de la déontologie. En conséquence, la haute autorité de la communication demande aux médias guinéens de s'abstenir de relayer les déclarations et messages des coordinations régionales susceptibles de déstabiliser le pays et de diviser les Guinéens. Elle invite les pouvoirs publics à mieux encadrer les coordinations régionales, les associations, les partis politiques et autres groupements. Ordonne sa notification aux médias, aux associations de presse et sa publication au journal officiel de la République. Délibéré lors de sa séance plénière du 5 décembre 2018, tenue de 11h30 à 13h30 à son siège à Conakry. Conakry, 5 décembre 2018, pour la haute autorité de la communication, la présidente Mme Martine Condé. Une descente sur le terrain de la mission tripartite, ministère de l'aménagement du territoire, du haut commandement de la gendarmerie nationale et du patrimoine bâti public. C'est pour lancer les opérations de déguerpissement des occupants illégaux de l'usine d'Anta. Ce patrimoine de l'État est à l'abandon depuis sa fermeture il y a 19 ans. Le récit avec Samara Sansenadouno. L'usine Antag, entreprise nationale des tabacs et allumettes de Guinée, s'étend sur plus d'un hectare. Ce patrimoine national est une réserve foncière de l'État. Malheureusement, le domaine est aujourd'hui illégalement occupé. Des particuliers mènent des activités de commerce sans l'avis des autorités. Des magasins de stockage d'alors de tabac et allumettes sont transformés en dépôts de matériaux de construction. À côté, un groupe de personnes exerce la mécanique. La situation attire l'attention du gouvernement. Le président a des ambitions. Le président de la République a déjà des positions pour que l'usine Antag reprenne son fonctionnement. Donc il y a des investisseurs aujourd'hui qui sont prêts à travailler. On ne va pas continuer à occuper cet endroit alors que la population guinéenne a besoin des investissements. Je pense que nous sommes là aujourd'hui pour récupérer cette partie qui était une réserve foncière de l'État. Et là, à travers ça, faire comprendre à tout le monde, que chacun comprenne que partout où vous êtes, si vous êtes sur un terrain de l'État, si vous êtes sur un domaine de l'État, si vous êtes sur quelque part où vous n'avez pas droit d'y être, en tout cas appartenant à l'État, nous allons récupérer. L'émissaire du chef de l'État bénéficie de l'adhésion des occupants. Ici, les mécaniciens commencent à déménager. Véhicules et pièces détachées sont déplacés. Avec les outils du génie militaire, les propriétaires de magasins de matériaux de construction et d'autres actifs sont appuyés pour accélérer et réussir leur départ. Il est question de libérer un patrimoine qui appartient à l'État, qui se trouve dans ma zone. Mon rôle essentiel, c'est de sensibiliser les populations afin qu'elles comprennent ce qu'il faut pour que cette situation soit gérée d'une manière paisible. Cette campagne de sensibilisation précède les prochaines opérations de déguerpissement. Dans quelques jours, les autorités en charge de la construction feront entendre le bruit des machines pour débarrasser ce domaine public des encombrants physiques. Un reportage de ça, Martin Fansenadouno. Coopération guinéo-belge, c'est l'heure du bilan à mi-parcours du projet agricole Kindia Mamou. À Dalaba, les experts belges et guinéens ont échangé sur les acquis du projet ainsi que les difficultés liées à sa mise en œuvre. Ils ont également évalué son impact à travers une visite de terrain. Mohamed Batebaldi. Le projet d'ACMA, appui au développement agricole, est né de la volonté des gouvernements belges et guinéens de renforcer leurs relations de partenariat gagnant-gagnant. Le projet évolue dans les régions de Kindia et Mamou avec à la clé la promotion du secteur agropastoral sur financement de l'Agence belge de développement. Au jour d'aujourd'hui, la situation est claire, la production est là, les animaux boivent suffisamment et la communauté s'en sert suffisamment de cette eau. Le canal traverse 7 km dans le village. La plaine risicole de Botobofel couvre 24 hectares. Elle est en phase d'être mise en valeur par l'entreprise Moli Travaux. Les travaux que nous avons effectués ici sont les études d'exécution.
le nettoyage du canal Tête Morte, l'enduit lissé au niveau du canal Tête Morte, et la réalisation de canaux secondaires, de canaux bétonnés et de drains. Toutes les recommandations visent à ce que nous prenions toutes les dispositions pour terminer les travaux avant le 31 décembre. En plus des techniques de préparation du compost, le réseau guinéen de la traction animale initie les paysans en plusieurs autres techniques agricoles comme la culture attelée et le dressage des animaux. Sur les 24 hectares, la mise en valeur est un élément confié à RGTA. Donc c'est pourquoi vous voyez toute cette mécanisation intermédiaire avec la traction animale et aussi des conseils techniques dans la vulgarisation des techniques d'amélioration de la productivité et de la production dans la zone. À l'issue de la visite de ces ouvrages, l'Agence belge de développement se dit satisfaite de ces actions réalisées et en cours de réalisation grâce à l'engagement du gouvernement. Je suis satisfait de ce qui a déjà été fait, mais il y a toujours un peu une amertume qu'on n'avance pas suffisamment vite. On est un projet de démarrage qui l'idée c'était qu'on fasse quelque chose dans une période très courte, 36 mois, dans 30 mois opérationnels. Donc on est pris par le temps. Si on termine pas rapidement les travaux, accompagner les gens à gérer le périmètre, gérer l'eau, on ne peut pas leur montrer parce qu'il n'y a plus de temps. Donc on est très pressé. Et donc on voit aussi les problèmes que les entrepreneurs ont, mais parfois on trouve qu'ils ne vont pas suffisamment vite. La 4e réunion du comité de pilotage tenu à Dalaba annonce de belles perspectives aux experts guinéens. Des travaux de reprofilage de la piste Tolo-Sumbalako, longue de 8 km, et l'ouverture des ouvrages de franchissement reliant les différentes zones de production et l'appui au groupement maraîcher par la réalisation des infrastructures de stockage des produits sont programmés. Ils seront exécutés par le Bureau technique du génie rural sur financement de l'Union européenne. Et puis, la Guinée envisage de participer à l'exposition universelle de Dubaï. C'est un rendez-vous quinquennal de grandes manifestations internationales où seront exposées les plus belles réalisations de l'humanité. C'est une opportunité pour notre pays de se vendre sur la scène internationale et faire connaître ses potentialités. Reportage Al-Gassimba. La Guinée, à travers son histoire, sa culture et ses diverses potentialités, œuvre à l'amélioration des conditions d'investissement et d'attraction des hommes d'affaires. Cela à travers l'exposition universelle 2020 prévue à Dubaï. Une exposition de grande facture qui se tient tous les 5 ans dans de différents pays pour une période de 6 mois. Ça a beaucoup d'enjeux parce que ça permet au pays non seulement de se faire connaître, mais d'avoir des investisseurs. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de rentrer, de retourner avec des contrats, des conventions. Pour préparer la participation de la Guinée à cet événement, une équipe est mise en place pour permettre à notre pays de jouir pleinement de la plateforme unique de l'exposition de Dubaï. La Guinée va participer à cette exposition avec pour sous-thème développement durable et renouvellement urbain axé sur l'eau. L'eau est un fil conducteur qui nous permet de raconter notre histoire, mais qui nous permet aussi de raconter quelle est la force de la Guinée à s'engager dans une croissance développement durable. L'eau, c'est l'énergie verte, l'eau, c'est l'agriculture, l'eau, c'est la foresterie, l'eau, c'est également tout ce qui est tourisme balnéaire, et l'eau, c'est la plus grosse richesse de ce monde. Ce projet de l'exposition de Dubaï résulte de la volonté du président de la République de faire rayonner notre pays sur la scène internationale. La Guinée va être dans un pavillon qui s'appelle durabilité et notre thème, ça va être l'eau. Donc on va conduire les visiteurs qui vont venir à notre pavillon au fil de l'eau pour faire découvrir la Guinée dans toute sa diversité et avec toutes les potentialités qu'elle offre. Cette rencontre internationale va rassembler plus de 180 nations et plus de 25 millions de visiteurs. Les expositions universelles existent depuis le 19e siècle. Leur objectif est de présenter en un seul lieu toutes les plus belles réalisations de l'humanité.
Troisième grand titre de ce journal, Sa Majesté Akihito, empereur du Japon, souffle ses 85 bougies. Au pays du soleil levant, l'empereur incarne l'unité du peuple nippon. En Guinée, l'ambassade du Japon a marqué cet événement majeur en organisant une fête où sont conviés la communauté japonaise et plusieurs autres personnalités guinéennes. Lancé Kamisoko, Mohamed de Camara. Le Japon est l'un des tout premiers pays à reconnaître l'État guinéen dès le lendemain de la proclamation de son indépendance en 1958. Depuis cette date, une coopération d'amitié est née. Elle se consolide par l'ouverture de l'ambassade de la Guinée au Japon en 1970. Le tout premier diplomate guinéen dans l'archipel nippon se souvient de ses débuts. Et nous avons eu beaucoup de problèmes pour notre rentrée à l'ONU. Et sans même nous connaître, le Japon s'est investi pour nous aider pour notre admission au sein du système des Nations Unies. Je crois que ça c'est très bien. Quand quelqu'un prend un bébé et le met au berceau, je crois que cela mérite d'être salué. À l'accession du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême du pays en 2010, la coopération guinéo-japonaise se redynamise davantage. La pêche, l'agriculture, l'éducation, la santé et la construction des infrastructures, dont le flamboyant pont de Kaka sur la nationale numéro 1 sont entre autres axes privilégiés de cette amitié. L'ouverture d'un bureau de la JICA à Conakry en février de cette année et la signature récente entre nos deux gouvernements d'un accord de base de coopération technique nous permettront d'assurer une coopération économique et technique de plus en plus renforcée. Je voudrais tout d'abord vous dire tout le plaisir que j'éprouve à être à vos côtés ce soir, à la tête d'une importante délégation gouvernementale, pour partager avec vous ces moments de joie à l'occasion de la fête nationale qui marque l'anniversaire de Sa Majesté Akihito. Je voudrais aussi saisir cette circonstance festive pour vous adresser au nom de son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, et au nom du peuple et du gouvernement guinéen, les meilleurs vœux de bonne fête à Sa Majesté. Cet anniversaire est le dernier de Sa Majesté Akihito au pouvoir depuis plusieurs décennies. Le 125e empereur du Japon va abdiquer le 30 avril 2019 et le 1er mai, c'est-à-dire le lendemain, son fils, le prince héritier, sera intronisé. Nous allons revenir sur ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement déplore profondément les accidents de la circulation survenus mercredi 5 décembre à Kulunda dans la sous-préfecture de Ourekaba et celui de Mamou jeudi 5 décembre. Des accidents qui ont enregistré 24 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels. Suite à ces drames, le gouvernement guinéen porte à la connaissance de l'opinion publique de l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances de ces deux accidents. Il a également instruit les autorités compétentes à prendre toutes les dispositions en vue d'assurer la prise en charge médicale des blessés. En effet, le gouvernement informe de la mise en œuvre des mesures sérieuses et efficaces dans le cadre de la sécurité routière pour limiter les accidents de la route. Il s'agit notamment de la création imminente d'une agence nationale de la sécurité routière, de la finalisation du plan national de sécurité routière, de l'institution du contrôle technique des véhicules, de la réimmatriculation du parc automobile, de la sécurisation des permis de conduire et autres titres de transport. Le gouvernement présente aux familles et aux proches des victimes ainsi qu'au peuple de Guinée ses condoléances émues et exprime toute sa compassion à l'ensemble des blessés du gouvernement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Un grand merci à vous pour votre obligeante attention durant cette semaine. Je vous souhaite un bon week-end et à très vite.